un film réalisé par Jacques Pessy. Bourvil nous a fait beaucoup rire, parfois pleurer. Il a cultivé l'amour du public et celui de sa famille, car dans l'ombre, il y a eu sa femme et ses 2 enfants, les rayons de soleil de sa vie. J'ai fait toutes les bêtises qu'on peut imaginer. J'en ai fait à ma guise et aussi à Cambrai. Je connais toutes les mers, la mer Rouge, la mer Noire, la mer Méditerranée, la mer de Charles Trenet. Et je dis non, 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 non. Oui, je dis non, 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 non. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Tout ça ne vaut pas le doux soleil d'Herbert. Vous êtes ridicule. Tout ça ne vaut pas une croisière sur la Meuse. Tout ça ne vaut pas faire du sport au Kremlin. Biceps. Avril 1917, Thomas Wilson, président des États-Unis, déclare au nom de son pays la guerre à l'Allemagne qui, dit-il, a jeté un défi à l'humanité. En Russie, la révolution est en marche. En février, le tsar Nicolas II a abdiqué. En avril, Lénine, chef des bolcheviks, revient à Pétrograd. Le pays est au bord de la famine. À Paris, le nombre de femmes qui travaillent est en forte hausse. Elles remplacent les hommes qui défendent leur pays sur le front et prennent en particulier leur place à l'usine. À New York, Janet Rankin devient la première femme au Congrès américain. Elle est élue dans le Montana, où dès 1914, on a accordé le droit de vote à ses concitoyennes. 1917, c'est aussi l'année de la naissance de John Fitzgerald Kennedy, Daniel Darieux, Ella Fitzgerald, Henri Salvador et Jean-Pierre Melville. C'est en Normandie, après Tauvicmar, que Bourvil, qui s'appelle en réalité André Rimbourg, naît le 27 juillet 1917. Son père est mort quelques semaines plus tôt sur le front. L'enfant est élevé par sa mère dans un village, Bourvil, et par son beau-père, M. Ménard, qui est agriculteur, ce qui n'est plus aussi fréquent qu'on peut l'imaginer. Depuis le début de la guerre de 14-18, les travaux des champs sont majoritairement effectués par des femmes. Pour aider au labourage, un industriel a mis au point un tracteur léger et facile à conduire. Il est présenté pour la première fois en Normandie, non loin du village où André passe ses jeunes années. À l'école communale, André est toujours le premier en classe, mais aussi le premier à faire rire ses copains à la récréation en imitant les instruments de musique. Des sons qu'il reproduit après les avoir entendus grâce au poste de TSF de son instituteur, M. Lemonnier, un maître d'école qui, sans le savoir, va ouvrir les portes de la vocation du futur Bourvil. Du music hall. Il s'appelle Mayol, Dranem et Paulin, le plus célèbre des comiques troupiers. Il s'appelle Orion. Je lui réponds non, non, non. Ah, il n'y a pas de bonsoir, vous devez le connaître. Et pour lui, je voudrais vous donner une lettre que vous refuserez de faire la commission. Je lui réponds non, non, non. 1927, c'est aussi l'année du 50e anniversaire du phonographe, inventé par un Américain, Thomas Edison. Il a mis au point le premier cylindre équipé d'une feuille en étain et d'une aiguille, capable de lire 2 minutes de son diffusé par un cornet acoustique. La base de l'industrie du disque et de la culture musicale de Bourvil, à qui sa mère a offert cette année-là un phonographe. Sur mon phono, mon bon vieux phono, petit tu vois, quand j'ai le cœur gros, je mets un rouleau et je revois Paulus, Mayol, les rois du music-hall, Dranem, Narquois,
qui chantait les petits pois sur mon phono, mon bon vieux phono, sans me déranger. Je peux écouter le premier numéro de Chevalier. Je vois la Scala, l'Eldorado, et moi enlevé de rideau sur mon phono, mon bon vieux phono, qui chante faux. À 14 ans, le certificat d'études en poche, André Rimbourg se retrouve interne dans un collège à Doudeville, à quelques kilomètres de la ferme familiale. Il se passionne pour la musique. Entre deux cours, il passe l'essentiel de son temps à déchiffrer des partitions et des petits formats de chansons à la mode qu'il achète à Rouen, la ville la plus proche. Et il chante, pour le plaisir, en s'accompagnant à l'accordéon ou au piston, dont il a appris les bases. Son autre passion, c'est le vélo. En 1934, à 17 ans, il tente sa chance dans le cyclisme en participant à des courses amateurs. Il comprend très vite qu'il ne sera jamais un grand champion, à l'inverse d'Antonin Magne, vainqueur du Tour de France 1934. 23 étapes, dont une pour la première fois contre la montre. Une année mémorable pour l'équipe de France qui remporte 19 de ces 23 étapes. La bicyclette, Bourvil y reviendra plus tard en chanson. Je m'en allais chercher des oies du côté de fouiller les oies à bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi une belle fille aux frais minois à bicyclette. En arrivant à sa hauteur, j'y fais un sourire enchanteur à bicyclette. Elle rit aussi, on parle alors, et elle me dit dans nos transports à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Avez-vous fait le tour de France? Non, mais j'ai fait des tours, des détours, des contours, et même d'autres tours. Des tours de quoi qu'elle me dit, des tours de Vélobardi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur? Vous parlez d'un raisonnement? Coureur. Ah ben, ça fait rien. Bon. En 1936, Bourvil tombe amoureux de Jeanne Le Fric, la fille d'un contremaître de la sucrerie du village voisin. Il rêve de l'épouser, mais pour cela, il doit gagner sa vie. Travailler à la ferme, ça ne l'intéresse pas. Il rêve de tenir une boulangerie avec Jeanne à la caisse. Et puis, boulanger, c'est un métier qui lui laisserait du temps pour lui permettre de continuer la musique. En amateur, bien sûr. Il est engagé comme apprenti et s'en réjouit, car trouver du travail en 1936, ce n'est pas simple. Des jeunes gens, des hommes en pleine force se sont trouvés devant ce mur infranchissable de l'inactivité forcée. Usines, ateliers ferment tour à tour. La machine privée de la main et du cerveau qui l'amène s'arrête. Et apparaît le leitmotiv des temps modernes, on n'embauche pas. On n'embauche pas, on n'embauche pas. À Rouen, Bourvil partage son temps entre le Fournil et l'harmonie municipale où il joue du piston. Il est aussi fasciné par le cinéma muet. Dès que l'on projette dans les environs des films de Max Sennett ou de Charlie Chaplin, il s'y rend tout à fait cessante. En 1936, il devance l'appel et se retrouve affecté au 24e régiment d'infanterie. Ses camarades, physiquement plus imposants que lui, se retrouvent une fois par an sous les projecteurs de l'actualité en participant à un cross-country dans Paris qui leur est réservé. Bourvil se fait plutôt remarquer en jouant du piston, par exemple à l'occasion d'un gala de l'Union des artistes à Paris, mais aussi à travers une chanson. Qu'est-ce qui m'a donné l'âme d'un artiste? C'est le piston. Qu'est-ce qui m'a rendu toujours optimiste? C'est le piston. Qu'est-ce qui m'a fait venir à Paris? C'est le piston. Qu'est-ce qui me fera un nom dans la vie? C'est le piston. Piston solo, chez moi j'étais connu. Tout le monde m'appelait tu. C'est sans doute ça, chérie, qui t'avait plu, puisque tu m'as fait d'un air entendu. Toi t'as qu'à me dire tu, que t'as osé me dire pourquoi si j'ose
tout à coup j'ai dit, tout à coup j'ai dit tu. J'avais osé et j'en étais tout chose. Toi t'es cochon d'amour. T'as susurré pour qu'aussi je me susurre. Toi t'écoutais toujours. Que je me susurre au fur et à mesure. André Rimbourg aime tellement chanter qu'il profite de ses permissions pour participer à des radiocrochets où des candidats sont éliminés par le public avant même d'avoir terminé le premier couplet. Ce n'est pas le cas d'André Rimbourg, qui multiplie les premiers prix. Au printemps 1939, il remporte le concours le plus réputé, Les Fiancés de Bire. Il devient alors l'idole de la caserne et de son village. En septembre 1939, quand la drôle de guerre éclate, il retrouve le 24e régiment d'infanterie où ses supérieurs l'affectent dans un groupe chargé d'aller distraire nos troupes qui protègent la ligne Maginot. Les Français mobilisés continuent d'affluer vers les casernes où règne une activité pleine de pittoresque et de bonne humeur. Le jovial Fernandel n'a pas abandonné dans ce nouveau rôle le rire qui fit son succès à l'écran. Fernandel, c'est l'idole de Bourvil. Il connaît toutes ses chansons et les interprète dans des bals, accompagné par un accordéoniste, Étienne Lorrain, avec qui il va créer des couplets à double sens. C'est pas les seins dont vous rêvez, c'est les seins des abeilles. Elle est belle. Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonnent, prêtes à prendre leur élan. Les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine, elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen. Les abeilles. En 1940, dans Paris occupé, Bourvil s'installe rue de Clichy, chez René, son frère. Il quitte la boulangerie car il veut prendre le temps de peaufiner un peu plus encore le personnage qu'il est en train de créer. Il se produit dans de minuscules cabarets. Cheveux plaqués, il entre en scène vêtu d'un costume étriqué et d'un nœud papillon et il joue les bonnets. Bourvil accompagne aussi à l'accordéon avec Étienne Lorrain des artistes célèbres comme Marcel Bordas qui chante La femme à barbe. Des soirées interrompues par des sirènes annonçant qu'il y a risque d'attaque aérienne sur la capitale. Les Parisiens placent sur leur visage un masque à gaz puis se réfugient dans des caves. Dès la fin de l'alerte, la vie reprend, presque normalement. André décide de se produire en duo avec Étienne Lorrain. Dans les cabarets de Pigalle, il est annoncé comme le comique paysan André Rimbourg. Afin de ne pas être confondu avec un comédien alors célèbre, Lucien Rimbourg, il choisit un pseudonyme et s'inspire du nom de son village natal. Il devient Bourvil. J'ai toujours peur que tu me caches un petit peu trop la vérité. C'est pourquoi, sans que tu le saches, je passe ma vie à tes pieds. Tes pieds, pour savoir ce que tu fais, je surveille sans arrêt. Tes pieds, je longe les murs derrière toi. Pour te suivre, je suis le roi. Tes pieds, quand tu tapes les tapis, pour tes pieds je me tapis. Aux voisins tu souris, oui, oui, oui. Tes pieds, je t'épie de jour, je t'épie de nuit, j'en perds même l'appétit. Faut que je t'épie Fanny, c'est ma vie, tes pieds. En 1941, Bourvil, 24 ans, débute au cinéma. Il ne compte pas faire carrière, mais simplement gagner un peu d'argent. Il fait de la figuration dans plusieurs films et finit par disposer d'un petit pécule qui lui permet de concrétiser son rêve le plus cher. Le 23 janvier 1943, il épouse Jeanne Le Fric.
Un nom pareil, le fric, dit-il, ça me portera bonheur. Le couple s'installe dans un minuscule appartement à Vincennes, rue des Laitières. De cette union naissent 2 garçons, Philippe et Dominique. Tout en poursuivant un métier très prenant, Bourvil ne va jamais cesser de veiller avec affection à leur éducation. Depuis que Paris a été libéré en août 1944, la fête est partout. En 1945, Bourvil se produit à l'Alhambra dans la Revue du Rire, menée par Ouvrard, le créateur de J'ai la rate qui se dilate. Soucieux que sa famille ne manque de rien, il se retrouve à l'affiche de plusieurs cabarets en même temps. Pour se rendre de l'un à l'autre, il utilise souvent l'autobus, alors en train de retrouver ses couleurs. Après tant d'années de circulation souterraine, les Parisiens retrouvent avec joie leurs autobus familiers. En véritable Parisien, celui-ci n'a pu résister aux exigences de la mode et s'est affublé d'un gracieux casque blanc à rendre jaloux un MP. Cela change du vieux métro et chacun sait à Paris qu'on apprécie plus que tout la lumière. Cette année-là, le public est aussi transporté par une chanson signée Étienne Lorrain et Bourvil, interprétée par Bourvil. Son premier grand succès radiophonique et discographique. Le petit format, c'est-à-dire la partition, va se vendre à 300 000 exemplaires, un record. C'était une Ménilmontant qu'elle étalait son petit panier pour attirer les clients. Elle remuait un peu son panier. Mais un jour, un vagabond qui passait auprès de son panier lui a pris tous ses crayons. Alors elle s'est mise à crier: voulez-vous des cartes postales? Je n'ai plus de crayons. Mais les gens, chose banale, ne voulaient plus que des crayons. Quand elle disait dans la rue qu'elle avait des crayons, il disait à l'inconnu: tes crayons sont pas bons, c'est ce qui est triste. Avant d'enregistrer cette chanson, Bourvil l'a rodée dans des cabarets comme Chez ma cousine, à Montmartre, ou le club rue Pierre Charon, aux Champs-Élysées. Sur ces scènes, il côtoie d'autres débutants, Georges Guettari, qu'il retrouvera plus tard, Luis Mariano, et dans l'orchestre, il croise un guitariste manouche de génie, Django Reinhardt. La fantaisie de Bourvil séduit un public bourgeois qui sort tous les soirs. Dans Paris, la rumeur commence à se propager. Allez voir ce garçon qui imite les paysans, il est très drôle. Bourvil réchauffe ainsi le cœur d'une France qui, en 1946, vit un hiver particulièrement glacial. Image de Paris qui a froid. Si les fervents du patinage peuvent s'en donner à cœur joie sur le lac glacé du Bois de Boulogne, les cygnes n'apprécient guère cet hivernage forcé. Les mariniers ont à lutter contre les icebergs du canal Saint-Martin. Et jamais les affaires n'ont été si prospères au marché aux puces. Des millions de Français ont pris froid. C'est le cas de Jean-Jacques Vital, producteur et animateur de radio. Il a refusé d'auditionner Bourvil. En l'écoutant du fond de son lit sur les ondes, il comprend qu'il est passé à côté d'un talent. Il l'engage dans Pêle-mêle, une émission du mardi soir, suivie par 17 millions d'auditeurs. Il s'agit de l'enregistrement public du premier Pêle-mêle de la saison. Une émission qui continue à connaître un grand succès auprès des amateurs de radio et que présente Jean-Jacques Vital. Monsieur Champagne. Bonsoir, monsieur Champagne. Bravo, bravo, monsieur Champagne. Voici Luis Mariano. C'est le chant de l'amour. Fandango. Et voici le joyeux Bourvil. Préférant l'amour sincère aux richesses mensongères, il est mort car les poissons, ça ne vit pas sur les paillassons. Bourvil fait alors sourire la France. Plus tard, il va l'émouvoir avec un autre répertoire. Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Un jour de neige embaumé de lilas, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu dors auprès de moi.
près de la rivière où notre chaumière bat comme un cœur plein de joie. En 1946, Bourvil signe son premier contrat d'acteur dans La Ferme du Pendu. Il a pour partenaires Charles Vanel, Alfred Adam et Paulette Dubost, célèbres pour sa voix acidulée et un regard malicieux assorti à la fantaisie de Bourvil. Vous trouvez pas que c'est lourd? Ben moi non, je trouve que c'est rudement chouette. Je trouve ça épatant. Et puis eux aussi, dites donc les gars, là, hein, vous voudriez bien qu'il y ait de la place avec nous. Ah ben dites donc, pour repartir, c'est convenu. C'est vous qui vous mettez dedans et moi qui vous transporte. Bon, ben alors, ok? Bourvil n'imagine pas faire carrière au cinéma et pourtant il tourne. À la veille de ses 30 ans, le voici pour la première fois tête d'affiche à l'écran. Dans Pas si bête, il joue un naïf. Un rôle décroché grâce à une audition devant André Berthomieux, le réalisateur du film. Et il m'a dit comme ça... Dans Blanc comme neige, il est un veilleur de nuit. Dans Par la fenêtre de Gilles Grangier, il joue un peintre et chante la rumba du pinceau. Nous sommes en 1948 et le cinéma en pleine ascension touche chaque jour un nouveau public. En Amérique, et la fin du dernier service, les maîtres d'hôtel font désormais place aux stars d'Hollywood. Ainsi, les voyageurs peuvent-ils à 100 à l'heure faire connaissance avec les dernières nouveautés cinématographiques. Mais le cruel dilemme doit souvent se poser, descendre à sa gare ou voir la fin du film. Bourvil ne délaisse pas la chanson. Il fait sa rentrée à Paris avec Georges Ulmer à l'ABC. Il y est tellement bien que dans sa loge, il va tourner des couplets pour la télévision. Dans chaque village, on connaît le facteur. C'est un personnage qu'on porte dans son cœur. Recevoir une lettre, vous mettons les mois. Chacun se dit peut-être, il y en a une pour moi. Voilà pourquoi, quoi, quand le chien aboie, bois, tout le monde se dit avec joie. Tiens, voilà le facteur. Son petit air est affranchi, comme ses lettres et ses colis. Voilà le facteur. Il apporte le journal et son bonjour matinal. L'été, quand il fait beau, il vous dit il fait chaud. Mais quand tombe la pluie, il vous dit ça pleut aujourd'hui, hein. Tiens, voilà le facteur. Pour garder son amitié, soyez complètement timbré. Il est bien loin le temps où Bourvil murmurait timidement « Vous verrez, mon nom est en bas de l'affiche, juste au-dessus de celui de l'imprimeur ». Au début des années 50, il est partout à la fois. À l'Alhambra, dans une opérette, le Maharaja. Au cinéma, dans Miquette et sa mère, d'Henri-Georges Clouzot, mais aussi dans les manifestations mondaines parisiennes. Exemple, le Grand Palais à Paris. Vincent Auriol, président de la République, inaugure en 1950 le 37e Salon de l'Automobile. Il découvre les modèles de l'année, des Dodge, une Renault 14, une vedette, une frégate, la maquette de l'Hotchkiss Grégoire, un modèle à la carrosserie et aux performances qui se veulent révolutionnaires. Et qui croise-t-on aussi dans les allées? Bourvil, qui pour le public improvise un numéro de chauffeur de maître. Il vient alors de connaître un nouveau succès à l'écran avec Le Roi Pandore d'André Berthomieux, un film dans lequel il crée la tactique du gendarme.
Bourvil n'a pas de tactique, il chante, il joue sans relâche, avec toutefois la crainte permanente qu'un jour on ne fasse plus appel à lui. Ce n'est pas le cas. Il reprend un personnage créé par Fernandel dans Le Rosier de Madame Husson, produit et dialogué par Marcel Pagnol et réalisé par Jean Boyer. Le 23 décembre 1950, il est au Théâtre de l'Étoile dans une opérette, Monsieur Nanard, dont les musiques sont signées Bruno Cocatrix. L'événement de ce spectacle, c'est la présence sur le plateau dans un petit rôle de Charles Rigoulot, surnommé l'homme le plus fort du monde. Rigoulot doit avoir un rendez-vous urgent en ville. Il va expédier son adversaire en quelques minutes. La fameuse ceinture avant fera encore ses preuves et pareil, le souffle coupé va au tapis pour la seconde fois. Rigoulot, vainqueur. Rigoulot est aussi un excellent comédien. Il le démontre en affrontant Bourvil sur le ring, le temps d'un combat aussi truqué qu'insolite. Cet haltérophile qui fut champion olympique en 1924 mesure 1,73 m et pèse 103 kg. Il est aussi coureur automobile et catcheur professionnel. Sa devise, bien boire, bien manger et surtout beaucoup s'entraîner. La force de Bourvil est plutôt morale. Il n'hésite jamais à mettre son énergie à la réussite d'une nouvelle aventure, comme ce dessin animé Grrr qu'il réalise. Sur ma moto, à qu'il fait beau, à que je file, et tout défile, mais tout est cool. Oh, je suis en panne avec ma magnéto. De ma moto, je viens de griller la bougie, mais tout est cool. Oh, arrive une Jeep que j'arrête aussitôt. Alors j'ai tout de suite demandé à Jimmy. Oh Jimmy, avez-vous une bougie, hein? Yes, qui me dit, boogie, 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 yes. Donc je lui dis, je vous ai pas dit boogie, non. C'est plutôt bougie, bougie, t'as compris? Il me dit oui, mais sans avoir compris. Et j'étais aussi ennuyé que lui. Puis il me fit, monsieur m'a non compris. Je lui répondis, moi aussi. Puis il me sourit, tout en me disant boogie, 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 jitterbug me. Bougie, jitterbug, en n'importe quelle marque pourvu que ce soit une bougie que j'ai dit. Le succès permet à Bourvil d'offrir à sa famille une vie plus confortable. Au début des années 50, il s'installe avec Jeanne et leurs enfants, 18 rue Jean Goujon, près des Champs-Élysées. À l'heure de la reconstruction d'après-guerre, l'aménagement d'un appartement fait tellement partie de la priorité des Français qu'une exposition est consacrée à cet art de bien vivre. À Paris, l'exposition Les appartements d'aujourd'hui est inaugurée par M. Jules Julien et M. Robert Lacoste. Cette exposition propose une solution à la portée de chacun pour l'aménagement du foyer. Tout y est ordonné en ensembles harmonieux, du mobilier jusqu'à la vaisselle et à l'argenterie, en passant par les rideaux, les tapis, les tableaux et les bibelots. Sans oublier, moindre détail, ingénieux et pratique, que du confort ménager. Ce ne sont pas des meubles mais des murs que Bourvil traverse dans Le Passe-Muraille, un film adapté d'un roman de Marcel Aimé par Michel Audiard et réalisé par Jean Boyer. L'un des partenaires de Bourvil, c'est un jeune comédien, Gérard Roury. La même année, il y a aussi Seul dans Paris, où paradoxalement, Bourvil n'est pas vraiment seul. Si le public a souvent mal pris l'augmentation du prix du métro, celui de la station Strasbourg-Saint-Denis n'en croyait pas ses yeux en voyant Bourvil derrière le guichet distribuer des billets de 1000. Il a voulu de cette manière clore dans la bonne humeur une journée de tournage de son film Seul à Paris et les figurants payés par lui sont rentrés chez eux tout prêts à se divertir en se revoyant à l'écran à ses côtés. Le public boit aussi les propos de Bourvil à la radio lorsqu'il crée dans une émission de Jean Nohain un sketch que vient de lui écrire son ami Roger Pierre. Je voulais justement vous parler en tant que délégué de la Ligue anti-alcoolique. Je voulais vous parler de l'eau minérale, de l'eau ferrugineuse. L'eau ferrugineuse, comme son nom l'indique, contient du fer. Du fer. Et le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Et je suis fer. Et
Et je suis fier de faire à cheval, sur le principe, une conférence contre l'alcool. L'alcool, non, mais l'eau ferrocheneuse, oui. L'ivresse au volant, le problème des taxis japonais, très nombreux, a causé des accidents. Nous dédions aux chauffeurs de taxi parisiens cette histoire morale dont les héros sont leurs confrères de Tokyo. Au cours d'un meeting qui rassemblait tous les membres de la profession, les chauffeurs japonais ont solennellement prêté serment de ne plus boire de leur vie. Et pour bien montrer que cette promesse n'était pas un serment d'ivrogne, ils ont symboliquement brisé leur tasse. À la scène comme à l'écran, Bourvil joue la sobriété et la précision. Il décide ainsi un jour d'apprendre l'anglais afin d'assurer le doublage de ses films. It's a German secret. It's a German secret map. I stole it this morning. Well, now it's up to you. I'm handing it over to you. The man and the man. En 1952, le compositeur Francis Lopez propose à Bourvil d'être le partenaire de Georges Guettari dans une nouvelle opérette, La Route fleurie. Un duo qui s'inspire de celui qui triomphe alors aux États-Unis, Bing Crosby et Bob Hope. L'un joue le clown blanc et l'autre l'Auguste. Sur la scène de l'ABC, Bourvil devient ainsi Raphaël, un poète qui, avec son copain Jean-Pierre, mène sur la route fleurie une vie de bohème. Au cinéma, Bourvil devient Planchet dans Les Trois Mousquetaires d'André Hunebelle. Un film dont la sortie en 1954 est un événement parisien particulièrement insolite. Athos, Porthos et Aramis, interprétés par Georges Marchal, Gino Cervi et Jacques François, arrivent à bord d'une 2 chevaux pour présider un dîner de gala dédié à la Gascogne. Le lendemain, la presse titre « Les Trois Mousquetaires ont mangé comme 4 ». En 1956, l'événement cinématographique, c'est encore Bourvil. Il tourne avec Jean Gabin La Traversée de Paris de Claude Autant-Lara. La sortie de ce film, qui se déroule pendant la guerre, dans les coulisses du marché noir, est saluée par une manifestation haute en couleurs. Une course de porteurs entre la gare Saint-Lazare et la gare de Lyon a marqué la sortie du film de Claude Autant-Lara, La Traversée de Paris, dans lequel Jean Gabin et Bourvil vivent les aventures des trafiquants de marché noir durant l'occupation. Le vainqueur de l'épreuve a reçu des mains de Jean Gabin un cochon de 30 livres. Avant de partir pour Marseille, où Bourvil lui remit son pourboire naturellement, sous la forme d'un chèque au porteur. 1956, c'est aussi l'année de la dernière de La Route fleurie. Le spectacle s'est joué pendant 4 ans à guichet fermé. Un triomphe qui rejaillit aussi sur la jeune partenaire de Guettari et Bourvil, Annie Cordy. C'est en présence de Monsieur le maire, ministre du Commerce et de l'Industrie, que l'ambassadeur d'Italie, Monsieur Guaroni, a remis officiellement à Bourvil la coupe Volpi pour la meilleure interprétation masculine de l'année. On se souvient que c'est pour sa création magistrale dans le film de Claude Autant-Lara, La Traversée de Paris, que Bourvil s'était vu attribuer cette récompense à la Biennale de Venise. Quand le prix lui a été décerné, Bourvil n'était pas à Venise, mais en cure dans une ville d'eau. Une remise en forme qui, à l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer, n'est pas réservée aux bipèdes. Pyram, un cheval de course promis aux plus belles victoires.
mais souffrant d'une infection respiratoire, est au milieu des années 50 le premier à bénéficier d'un traitement d'avant-garde, des inhalations quotidiennes dans une station thermale et une double ration d'eau. Les chevaux, Bourvil y pense aussi, mais à sa manière. Ben, c'est pas demain que je vais gagner le prix de l'Arc de Triomphe. Voyez-vous, j'en suis réduit à atteler ma femme et mes enfants. C'est pas humain, mais qu'est-ce que vous voulez? Les temps sont durs, hein? Allez, allez, Jeanne est habituée aux facéties de son mari. Elle l'a épousé pour le meilleur et pour... Bourvil aime alterner les genres. Il accepte ainsi sans hésiter de jouer Thénardier dans une version des Misérables réalisée par Jean-Paul Le Chanois. Au music-hall, il alterne aussi les refrains joyeux et les couplets mélancoliques. Qu'est-ce qu'elle a, mais qu'est-ce qu'elle a donc, ma petite chanson? Qu'est-ce qu'elle n'a, mais qu'est-ce qu'elle n'a plus, ma petite chanson? Qui ne te plaît plus? Elle avait toutes les qualités, elle ne ressemblait à aucune autre chanson. Elle mettait au fond de ton cœur autant de couleurs qu'une fleur au balcon. Elle parlait d'amour et de joie, et lorsque parfois elle changeait de ton, elle prenait un air attendri, comme un enfant qui demanderait pardon. À la fin des années 50, Bourvil vit entre le boulevard Suchet à Paris et Montainville, à 30 km de la capitale. Son plus proche voisin, c'est Georges Brassens, dont il est un inconditionnel et qui lui aussi vit discrètement. L'un n'ose jamais déranger l'autre, mais ils se retrouvent de temps en temps pour évoquer la chanson française. Des soirées passées dans le salon de maisons de campagne traditionnelles, à l'heure où l'urbanisme est en pleine révolution. Verra-t-on bientôt se répandre cet habitat d'un nouveau genre dont l'exemple nous vient d'Amérique? La maison tout plastique, transparente, telle que le soleil puisse y pénétrer quelle que soit sa position dans le ciel, vient de faire son apparition en Californie. Ces inventaires affirment qu'elle préfigure le logement individuel type an 2000, en ajoutant, ce qui n'est pas négligeable, que sa fabrication en grande série, au moule, la rendrait sans concurrence sur le plan du tarif. C'est aussi à la campagne que Bourvil tourne La Jument Verte d'après Marcel Aimé, réalisé par Claude Autant-Lara, un film dont l'annonce est déjà un événement. À Paris, un cocktail intime a réuni les principaux interprètes de Claude Autant-Lara qui vient de commencer la réalisation de son film La Jument Verte d'après le roman de Marcel Aimé. Bourvil, Sandra Milot et Francis Blanche ont été les premiers à accueillir la toute jeune Valérie Lagrange. Francis Blanche, son parrain dans le 7e art, a éprouvé quelques difficultés pour fêter les débuts de cette nouvelle ingénue dans le monde du cinéma. 1958, Bourvil a 41 ans. Il retrouve l'opérette et Georges Guettari dans Pacifico à Paris, à la Porte Saint-Martin. La jeune première féminine, Pierrette Bruno, a été repérée par Bourvil. Elle va devenir sa meilleure amie à la ville et sa complice favorite à la scène. Si je vous disais que j'ai envie... De quoi donc? De faire un tour à la mairie. Oh, je vous répondrai, moi aussi. Ça m'encourage, alors voilà. J'ai mis de l'amour de côté depuis déjà pas mal d'années. Si ça peut faire votre bonheur, je vous le donne de tout mon cœur. Ça c'est beaucoup mieux que Pérou et Cétane. Ça c'est beaucoup mieux que Pérou et Cétane. Le 10 février 62 à Paris, au Théâtre des Nouveautés, Bourvil crée La Bonne Planque avec Pierrette Bruno.
Il chante, il joue la comédie, mais aussi du clairon, du piston, de l'accordéon, de la guitare, et il danse même le twist. La pièce est tournée à Bruxelles par la télévision belge. Les dirigeants de l'ORTF la diffusent en France un soir de grève parce qu'ils n'ont pas d'autres programmes disponibles. C'est la première fois qu'on propose sur le petit écran une comédie tournée sur scène en public. C'est un immense succès populaire, plus de 10 millions de téléspectateurs. Autre succès populaire, le théâtre de Shakespeare. En 1964, c'est le 400e anniversaire de la naissance d'un auteur qui a ses fans et ses détracteurs. Si Shakespeare vivait encore, mais est-il mort vraiment? Il aurait lui 4 siècles. Et sa petite ville natale de Stratford-sur-Avon n'a eu garde d'oublier cet anniversaire qui aura des échos dans le monde entier. Un nouveau centre d'études de Shakespeare a été inauguré à cette occasion et les souvenirs qu'il entend rassembler constitueront un volumineux dossier propre à convaincre les hérétiques qui vont jusqu'à nier l'existence du plus grand dramaturge de tous les temps. 1965, un nouveau duo fait fureur au cinéma, Bourvil et Louis de Funès, dans Le Corneau, réalisé par Gérard Houry. Un an plus tard, toute l'équipe se retrouve à l'Opéra de Paris pour le tournage de La Grande Vadrouille, qui, à sa sortie, va être vue au cinéma par 17 millions de Français. Un record jamais égalé. Autre soirée mémorable dans les annales des Nuits de Paris. Le grand escalier de l'Opéra s'est peuplé de personnages que nous avions déjà vus quelque part. Oui, le visage de cet officiellement ne nous est pas totalement inconnu. Pardon, messieurs, où sont les coulisses? Les coulisses, au fond du couloir, à gauche. Vos places, s'il vous plaît. Allez, arrangez bien vos uniformes. Les uniformes, bien à l'allemande. Des performances qui ne font pas oublier l'autre Bourvil, plus tendre, plus romantique. En 69, Bourvil est le partenaire de Jean-Paul Belmondo dans un film de Gérard Houry, Le Cerveau. Une scène clé est tournée avec 1500 figurants sur le port du Havre, où l'on a fait transporter une reproduction de la Statue de la Liberté de Bartholdi. Pour écrire son scénario, Gérard Houry s'est inspiré du fabuleux personnage qui organisa le hold-up du train postal Londres-Glasgow. A-t-il vraiment été arrêté? Gérard Houry n'en est pas sûr. Et partant du principe qu'il est toujours en liberté, il a imaginé de nouveaux exploits pour cet aventurier célèbre, si bien qu'après avoir vu Le Cerveau, Scotland Yard pourrait reprendre son enquête à zéro. Les hold-up à la banque font souvent les titres des faits divers. Après le camion blindé pour le transport des fonds, les banquiers anglais, apparemment plus prévoyants ou prudents que leurs collègues français, expérimentent aujourd'hui à Londres un système à base de télévision en circuit fermé qui exclut tout visiteur de l'intérieur de la banque elle-même. Les opérations se passent à distance du rez-de-chaussée aux étages où se trouvent les employés et la caisse. Celle-ci est donc à l'abri des visites intempestives. On retrouve ensuite Bourvil dans Le Mur de l'Atlantique de Marcel Camus. Allez! Il tourne aussi dans Le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville, où il fait preuve d'un courage qui n'a d'égal que sa pudeur. Il souffre du dos, et ce que l'on prend pour des rhumatismes est en réalité la maladie de Calère qui touche la moelle osseuse. Il se bat contre elle depuis 3 ans. Il garde le sourire pour enregistrer avec Jacqueline Maillan une parodie de Je t'aime moi non plus. Il annonce sa rentrée à l'Olympia en 1975. Elle n'aura jamais lieu. Le 23 septembre 70, à 53 ans, il s'éteint avec sa famille pour seul témoin. Et cela, quelques semaines après un ultime éclat de rire à l'écran, histoire de dire merci à un public qu'il aimait tant, ne l'a pas oublié et ne l'oubliera jamais. Le jour est arrivé de tourner le dernier plan du film. Il a tenu à faire une blague. Il a dit à l'adjoint qu'il suivait. Et vous savez comment j'ai fait pour arriver à la solution de cette affaire? Eh bien, c'est tout simplement en appliquant la, et là, il s'est mis à chanter. La tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme, c'est d'être... Oh! Les a eu!
c'est the happy end. Voilà. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Dans un instant,